Si je vous parle de gangsters, quel est le premier qui vous revient à l'esprit? Et si je vous parle d'Al Capone, les mêmes que l'on surnomme Scarface, l'homme qui gagnait jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an. Et oui les amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire du mafieux le plus célèbre des USA, du monde, de l'humanité. Je pense que je n'exagère pas si je dis ça. Si vous avez déjà entendu l'histoire terrifiante du célèbre Al Capone et que vous n'avez pas eu le temps de bien l'écouter, ou que vous avez commencé à regarder un des centaines de documentaires qui existent à son site, mais un documentaire qui était trop long et que vous n'avez pas eu le temps de le finir, voici l'histoire du célèbre Al Capone en seulement quelques minutes pour vous. Alors, installez-vous bien et on commence. Bienvenue sur cette nouvelle chaîne où nous plongerons dans les récits les plus terrifiants de l'histoire. Des récits de bravoure, de trahison et de destins extraordinaires qui ont façonné notre monde. Je suis Abdul de la chaîne Les Armées du Monde et aujourd'hui nous entamons notre première aventure avec l'histoire épique d'un homme. Un homme dont le nom résonne à travers les âges. Un homme qui a symbolisé la quintessence du pouvoir et de la criminalité durant la prohibition à Chicago. Bienvenue dans le monde fascinant du surnommé Scarface, celui qui a donné à Chicago son surnom de capitale de la criminalité. Al Capone, le symbole de l'ère de la prohibition. Un homme dont la réputation a été aussi redoutable que son surnom. Mais qui était vraiment cet individu énigmatique qui a dominé les rues de Chicago et a laissé une empreinte indélébile dans l'histoire criminelle des États-Unis? C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. De son vrai nom, Alphonse Gabriel Capone, né le 17 janvier 1999 à Brooklyn, aux États-Unis. Ses parents sont originaires de Naples. Ils font partie des grandes vagues d'immigration qui vont arriver aux États-Unis à la fin du 19e siècle, dans l'espérance d'une paisibilité et dans le but de donner à leurs enfants un rêve américain. Son père Gabriel, né le 12 décembre 1864, et sa mère Teresa Capone, née le 28 décembre 1867. Ils arrivent à New York en 1893 avec des enfants en bas âge et un troisième à venir. Comme tout immigré, ils s'installent dans le quartier de Brooklyn qui venait d'être intégré dans la ville de Chicago où les loyers sont abordables. Gabriel, le père d'Al Capone, travaille en tant que barbier et sa mère travaille en tant que couturière. Avant leur arrivée aux États-Unis, la famille a déjà séjourné brièvement au Canada. À leur arrivée à New York, ils s'installent dans le quartier de Brooklyn à l'adresse suivante. Arrivés à New York, ils s'installent avec leurs deux enfants, notamment Vincenzo qui sera rebaptisé James et Raphaël qui sera rebaptisé à peu près la même nom, Ralph. Et après le troisième, le nouveau-né qui sera rebaptisé aussi Frank. Alphonse Gabriel Capone, lui, il est né dans ce quartier de Brooklyn le 17 janvier 1999. Et après lui, il suivra 5 autres frères et sœurs. Donc il fait partie d'une fratrie de 9 enfants. Il faut noter que dans ce quartier de Brooklyn où vivait la famille, c'est la pauvreté qui était l'immatriculation commune de tous. Un quartier où la misère règne, où la délinquance est un sport national des jeunes garçons. Quelques années plus tard, sa famille va déménager au 21 Geffel Place, mais toujours à New York. Mais quoi de bon, car c'est là qu'il va commencer à fréquenter les bars new-yorkais et a commencé aussi à rencontrer des mafieux et à faire ses tout premiers pas dans les crimes organisés. À ce moment-là, il se rapproche de quelques figures bien connues dans les milieux, comme Johnny Torrio, qui est l'un de ses voisins aussi, de Lucy Luciano ou encore de Frankie L. Mais à ce moment-là, c'est vraiment Johnny Torrio qui sera son mentor. Mais qui est ce John Torrio? Pour vous mettre dans le contexte, c'est le numéro 2 du Five Points Gang, qui est une organisation puissante de New York. C'est aussi un génie de la pègre. Peu après, John Torrio va s'envoler pour Chicago. Et à son départ, c'est Frankie L qui va devenir le mentor d'Al Capone. Pour mieux vous situer, à l'époque, Frankie L est considéré comme le plus grand racketteur de New York. Mais il le faisait de façon plus violente, ce qui faisait qu'il est plus clair encore. C'est Frankie L qui va devenir son mentor. Quel modèle, hein? À 18 ans seulement, il va commencer à bosser dans un hôtel géré par son mentor Frankie L. L'hôtel appelé le Havadin. Il va d'abord commencer en tant que plongeur, puis barman. Et comme de son jeune âge, il est connu d'être sans pitié, il est alors chargé de collecter l'argent des payeurs et de contrôler aussi l'entrée d'argent des prostituées qui travaillaient à l'époque dans l'hôtel. Sous l'aile de Frankie L, il va graver les échelons et va devenir vraiment barman. Alors l'histoire raconte qu'au cours d'une soirée dans ce bar qu'il gérait, il aurait courtisé une charmante jeune fille et lui murmurait des propos à l'oreille. Bah les gars, vous savez, dans ces quartiers les plus paumés du monde, où l'alcool se déverse comme dans des affluents, vous pouvez même vous baigner. La drogue et la prostitution, basta, on n'en parle même pas. Il arrive que par hasard, vous rencontrez des filles
qui se croit comme la fille de l'imam. Alors cette jeune fille, n'ayant pas apprécié les propos de Al Capone, va alors se plaindre auprès de son frère. Son frère va s'en prendre à Al Capone et va l'attaquer avec un ouvre-bouteille. Il va lui enchaîner des coups, essayant de lui trancher la gorge, mais ne parvenait pas. Il lui enchaîne alors des coups sur le visage. Capone se retrouve alors avec la joue entaillée par 2 reprises, dont une blessure qui s'étend de l'oreille jusqu'à la bouche. Et c'est cette cicatrice qui lui vaudra le surnom de Scarface et qui va le suivre durant toute sa vie. À seulement 19 ans, Al Capone va se marier avec une jeune catholique, Mary Cugnen, une femme avec laquelle ils vont avoir leur seul et unique enfant, Albert Francis. Alors à cet âge-là, le jeune homme qui a grandi dans la rue n'a d'autre choix que de revenir dans la rue pour essayer de subvenir aux besoins de sa famille. Mais avec l'âge et la vie de famille, il va essayer de s'extirper dans les milieux du banditisme. Il quittera donc les bars de Frankie Yen pour déménager à Baltimore avec sa petite famille. Ouf, si l'histoire pouvait seulement s'arrêter là. Mais non, c'est là que le vrai Scarface va sortir de sa niche. Aux alentours de Baltimore, il va trouver un travail qui va lui permettre de développer des compétences en comptabilité. Des compétences qui lui serviront de gérer ses millions lors de la prohibition aux États-Unis. C'est alors un événement qui va venir tout changer. Le 14 novembre 1920, son père Gabriel va décéder d'une crise cardiaque. Et l'enfant de Larry qui appartenait à Larry va faire son grand retour dans Larry pour y régner, et cette fois-ci pour toujours. Il s'agit du tout nouveau maire de la ville de Chicago, M. Williams. Alors de nombreux bars et des lieux de paris sportifs sont fermés. Cette nouvelle mesure du tout nouveau maire va contraindre les gangsters à quitter la ville, le surnommé Windy City. Alors cette fois-ci, c'est à Cicerone, l'une des périphéries de la ville, que l'histoire va continuer. Une fois sur place, ils ont leur cahier de charge. Ils ont un objectif, élargir leur opération de vice et prendre le contrôle de la ville. Mais pour cela, il faut compter sur une personne clé. Cette personne, c'est le républicain John Clennan, qui s'est présenté aux élections municipales de Cicerone en 1924, et voici ce qui est relaté. Alors les mafieux doivent tout faire pour que leur homme soit élu. Il faut dire renfort. Et c'est 2 personnages qui feront leur entrée en jeu. Al Capone fera venir 2 de ses frères pour lui donner main forte. Il s'agit de Frank et Al Capone. Mais les choses vont mal se tourner. La situation va dégénérer. Et c'est dans ces mètres, Frank Capone, l'un des 2 frères, sera battu par des policiers qui l'aperçoivent tenter de faire sortir une arme de sa poche.
Mais tout de même, les mafieux ont gagné. Leur homme, le républicain John Crenna, est ruiné. Et les mafieux peuvent poursuivre l'expansion de leur activité criminelle. Moins d'un an après ces élections, ils vont ouvrir leur première maison de paris sportifs. Cette première va leur apporter jusqu'à 1,5 million de dollars au courant de la première année. Une fois bien installés, c'est pas moins de 150 maisons de jeux qui seront ouvertes à Cicerone. Mais sauf qu'ils ne sont pas les seuls gangs présents à Cicerone à cette époque-là. Et oui, bien avant, il y a aussi les Irlandais présents à Cicerone. Et donc, à cette époque de la prohibition, ces Irlandais, eux aussi, veulent leur part du gâteau. Alors, durant toute la période de la prohibition, c'est une rivalité sanglante qui va les opposer. Les gangs irlandais, dirigés par Dean O'Banion, s'en est pris aux Italiens et assigné alors une bonne part du trafic d'alcool. À ce moment-là, l'objectif des Irlandais était d'éliminer à tout prix le patron des Italiens. Il s'agit bien de Johnny Torrio. Ils vont jusqu'à mener des raids pour l'assassiner. Mais en vain, le coup est déjoué. Et la réponse de Johnny Torrio est sans attendre. Cette fois-ci, c'est lui qui va s'en prendre aux Irlandais. Le 10 novembre 1924, 5 mois après la précédente attaque des Irlandais, le patron des Irlandais, Dean O'Banion, sera assassiné dans son magasin de fleurs avec des balles dans la poitrine. Et il prend également des autres dans le cou. Ben quoi, c'est évident. Ce sont les hommes de Johnny Torrio qui ont préparé les coups, notamment par un groupe composé de 3 hommes, Frankie Yell, John Skyes et Albert Anselme. Mais figurez-vous que c'est même Dean O'Banion a des héritiers. Il s'agit de Hubie Wentz et Brooks Moran. Ce sont ces deux-là qui vont continuer à donner des fil à retordre aux Italiens et leur patron Johnny Torrio. En janvier 1925, ils élaborent un plan. Leur démarche était presque réussie. Johnny Torrio s'en est sorti miraculeusement. Alors, le patron des Italiens décide de quitter devant la chaîne pour de bon. Il va prendre sa retraite. Désormais, c'est Al Capone qui est à la tête des opérations. Il va commencer à gérer tout un empire avec des milliards de dollars de revenus par an. Mais lui, Al Capone, il est sans pitié. Il n'est pas déjà à rigoler. Et sa riposte, c'est immédiat. Le 11 août 1926, il va ordonner l'assassinat de Hubie Wentz, l'un des chefs de la bande irlandaise et 3 de ses gardes-corps. Après lui, il restera un seul homme à éliminer pour que Cicerone appartienne désormais et totalement à Al Capone, lui seul. Il s'agit de Brooks Moran. Mais lui également, il ne va pas survivre longtemps. Pour mettre fin à cette guerre, Al Capone va élaborer un plan. Le 14 février 1929, jour de la Saint-Valentin, il va ordonner à plusieurs de ses hommes de tendre un piège à Brooks Moran dans un magasin d'alcool situé à l'adresse suivante. Déguisés en policiers, les hommes d'Al Capone vont se présenter à ce magasin d'alcool. Ils vont trouver 7 personnes. Il s'agit de 7 ouvriers de Brooks Moran. Ils vont les ordonner à s'aligner contre un mur puis les désarmer. Pour ces ouvriers-là, il s'agit juste d'une descente de policiers qui va se régler comme d'habitude par un pot de vin. Mais cette erreur leur sera fatale. Sans pitié, les soldats d'Al Capone vont massacrer les 7 hommes de sang-froid. Ils vont transformer l'entrepôt en une boucherie. Sauf qu'en identifiant leur corps, les hommes de Capone vont remarquer que le grand patron, Brooks Moran, n'en fait pas partie. En effet, l'histoire raconte qu'il a réussi à s'enfuir dès qu'il les a vus venir. Comme quoi, les mafieux connaissent les mafieux. Lui, il a compris que ce ne sont pas des policiers, alors il a tout simplement profité pour s'enfuir. Mais hélas, il mourra en 1957 alors qu'il purgeait une peine en prison. Et c'est fait. Al Capone a fini avec tous ses rivaux. Il contrôle désormais tout Cicerone. Après ces événements, va se tenir un sommet. Du 16 au 19 mai 1929, va se tenir le premier sommet sur le crime organisé en Amérique. Vous vous en doutez bien. C'est que, chose étonnante, ce n'est pas les hauts dirigeants qui vont organiser ce sommet-là. Ce ne sont pas les hauts fonctionnaires de l'État qui vont participer à ce sommet-là. Mais les principaux chefs mafieux du pays qui vont se réunir à Atlantic City pour discuter de l'avenir de leur entreprise. Al Capone s'y rend également pour éviter les complots dans son dos. Il est alors accompagné de plusieurs grands noms de la pègre, tels que Lucky Luciano, Meyer Lansky, Frank Costello ou encore Willie Moretti. Ce sont ces chefs mafieux-là qui vont l'accompagner. Mais Capone n'est pas perçu de bon oeil lors de cette réunion. En particulier, il a été critiqué pour avoir attiré l'attention des journaux depuis les tristes massacres de la Saint-Valentin. Alors, en mèche avec la police, il va organiser sa propre arrestation. Après avoir quitté la conférence d'Atlantic City,
Capone a été arrêté pour trafic d'armes. Il va alors écoper d'1 an de prison. C'est le seul moyen de passer aussi inaperçu du FBI qui commence à s'intéresser sérieusement à son sujet. Une fois sa peine purgée, il va essayer d'embellir son image et faire oublier des esprits les massacres du jour de la Saint-Valentin. Alors il va le faire d'une manière étonnante et époustouflante. Vous savez déjà, quand on parle de mafia, la plupart n'agissent jamais tout seul. Il faut s'approcher des politiques, il faut se mettre la police dans la poche, il faut corrompre les hauts fonctionnaires d'État, s'approcher des stars de la musique, du football et autres. Et ça, le génie Al Capone le savait déjà. Et il va le mettre en pratique. Il va assister à des matchs de football, des combats de boxe et même à des salles de théâtre. Mais il faut noter qu'à la base, il était déjà un grand fan de football. Bon, entre vous et moi, juste une question. Comment une personne considérée comme un chef de gang, un tueur, un trafiquant, bref, la liste est longue s'il faut tout citer, comment cette personne pourrait s'afficher en public au rang des hommes politiques ou même avoir l'audace d'assister à des scènes de théâtre? Je pose juste la question, je dis rien, mais il va encore plus loin. Il va se faire passer pour un sauveur en cédant une part de ses revenus aux nécessités. Est-ce de la zakat ou bien c'est de l'aumône? Je ne sais pas c'est quoi. Nous sommes alors en 1929 lors de la Grande Dépression. Pour ceux qui ne savent pas, la Grande Dépression, ou encore en anglais Great Depression, ou crise économique des années 1930, dite encore crise des 29, est une longue phase de crise économique et de récession qui frappe l'économie mondiale à partir du crash boursier américain des années 1929 jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Mais quoi vous dire? En ces moments-là, le mec, ses activités lui apportaient jusqu'à 120 millions de dollars américains, soit environ 1,5 milliard de dollars américains actuels. Bon les amis, juste pour vous donner une idée, en 2024, la fortune de Donald Trump est estimée à 7,9 milliards de dollars. Je précise bien, fortune de toute une vie. Mais comment estimer un homme qui se faisait jusqu'à 1,5 milliard de dollars par an? C'est délirant. Et donc il va utiliser cet argent pour se faire une image. Comme qui dirait nettoyer son casier judiciaire. Mais c'est peine perdue, car ses ennuis judiciaires vont le rattraper au point de devenir l'ennemi numéro 1 du public. Tout ça à cause des massacres du jour de la Saint-Valentin que les Américains ont du mal à oublier. Mais Al Capone était au sommet de son influence. Même la police de Chicago était incapable en ce moment-là de l'arrêter. Ses soldats, ou dirais sa bande de criminels, étaient plus fortes que l'ensemble de la police de Chicago. Mais il y a autre chose. Vous savez, les mafieux et leur intelligence, les criminels et leur professionnalisme, enquêteurs disparus, témoins supprimés, des preuves incendiées, oula, ça ne finit jamais. Et donc personne n'était capable de les traduire en justice. Il n'existe aucune preuve signifiante pour le mettre aux arrêts. Mais il y a une chose. Qu'est-ce qui déplaise le plus le mafieux? C'est simple, c'est alimenter les caisses de l'État. Mieux vaut corrompre des fonctionnaires de l'État et économiser un peu d'argent que de payer des impôts. Et cela va lui coûter cher, car le surnommé Scarface n'en payait pas ses impôts en cette année-là. Alors, le gouvernement va exploiter cette faille. Nous sommes alors en 1931 lorsqu'un célèbre comptable du nom de Frank Wilson va apporter les preuves au gouvernement américain. Immédiatement, le 5 juin 1931, Alphonse Gabriel Capone est mis en examen pour fraude fiscale. Son procès va alors commencer jusqu'en octobre 1931. Plus précisément, le 6 octobre 1931. Un procès qui prend une ampleur internationale car, il faut le dire, Scarface était célèbre à cette époque-là. Ce sera un procès qui va opposer l'ensemble des USA à un chef mafieux, le numéro 1 des gangsters. À la suite du procès, la sentence est lourde. Il va prendre 17 ans de prison, dont 11 ans ferme. Une peine qu'il va purger à la prison de Coke. Mais au sein de cette prison, il est sous-shooté. Il bénéficie de nombreux avantages. Cellules privées, téléphone, système de transfert d'argent, visite illimitée. Bref, j'ai envie de dire retraite anticipée. Mais hélas, tout cela ne sera pas profitable pour longtemps. Le 4 mai 1931,
il sera transféré à la prison d'Atlanta. C'est une prison stricte, sans aucune forme de corruption. Plus encore, durant sa détention, une maladie contractée au cours de sa jeunesse va se réveiller. C'est la syphilis. Pour ceux qui ne savent pas, la syphilis c'est une infection sexuellement transmissible. C'est une IST, mais c'est évitable et curable également. Elle est d'origine bactérienne, mais à l'absence de traitement, elle peut entraîner de graves problèmes de santé. Et son grand périple n'est pas encore terminé. En août 1934, il sera encore transféré à la prison d'Alcatraz. Je ne vais pas faire trop de commentaires. Regardez juste vous-même où se situe la prison. Mais avec aussi des conditions strictes. Une visite par mois sans contact physique. Pas de radio ni de télévision. Impossible d'échanger avec les autres détenus. C'est infernal. Mais à cause de son état de santé qui s'aggrave, il va définitivement quitter la prison. Il va alors passer ses derniers instants dans sa ville, entouré de sa famille, car tous ses proches l'ont abandonné. Notamment, pour mieux vous dire, sa bande de gangsters l'ont abandonné dans ces derniers mois. Le 25 janvier 1945, Alphonse Gabriel Capone, le surnommé Scarface, décède d'une crise cardiaque à seulement l'âge de 48 ans. Bon, c'est déjà machallah. Amasser de l'argent colossal, se faire un nom et laisser une empreinte, c'est pas à la portée de tous. Avant de terminer, revenons un petit peu en arrière. 1929. Sa fortune, selon les Celebrity World, est estimée à plus de 100 millions de dollars américains, soit l'équivalent de 18,6 milliards de dollars américains actuellement. Mais chose étonnante, toute cette fortune, il l'a amassée lors de la prohibition à Chicago. Et oui les amis, quand il y a la famine, les commerçants se remplissent les poches. Et les lois interdisent, les gangsters et les mafieux profitent pour se faire une fortune. Mais une chose est sûre, il était un chef de gang, il était un chef de la pègre qui a su s'imposer, aimer ou pas aimer, être mieux protégé est ce qui compte le plus. Telle est la foi des gangsters. Mais lui en particulier n'était pas de cet avis. Il a essayé de donner une bonne image de lui-même. Mais l'histoire ne lui avait pas donné l'occasion d'aller jusqu'au bout. Les amis, retenez une chose. Toute cette légende, toute cette influence, son nom des gangsters les plus célèbres de l'histoire, il a tout gravé uniquement dans sa ville, uniquement dans la ville de Chicago.